Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer la physiologie intestinale. Donc, on va faire la première partie donc, de la physiologie intestinale et plus précisément les phénomènes de digestion et d'absorption qui se font au niveau de l'intestin grêle. Donc, quand on parle d'intestin, donc c'est un organe digestif, bien entendu. Donc, il assure la motricité, donc ce qui permet donc l'avancée du bol alimentaire jusqu'à l'anus, mais également, comme nous l'avons cité dans le premier cours, l'intestin grêle, il est le siège principal, je dis bien principal, des phénomènes de digestion et d'absorption. Donc, avant d'entamer donc ces phénomènes de digestion et d'absorption, on va faire un petit rappel sur l'intestin. Donc, vous savez que l'intestin est un tube de 4 à 6 mètres de long qui s'étend du pylore jusqu'à l'anus. Donc, le pylore, c'est l'orifice gastrique. Donc, l'intestin, en réalité, se compose de deux parties. Donc, on a l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, le grêle, on va s'intéresser aujourd'hui uniquement à l'intestin grêle. Cet intestin grêle, donc, il s'étale donc depuis l'estomac jusqu'à la valvule iléocécale. Donc, alors, il est composé de trois parties. Donc, il y a le duodénum à la sortie de l'estomac. Ensuite, il y a le jéjunum qui prolonge alors ce duodénum. Ensuite, ce jéjunum, il est suivi par l'iléon. Et l'iléon s'abouche ensuite avec le gros intestin. Voilà le jéjunum, l'iléon, donc qui s'abouche avec le gros intestin via la valvule iléocécale. Donc, il a trois composants, duodénum, jéjunum et iléon. Maintenant, sur le plan histologique, la muqueuse du grêle, il est hérissée de villosité. Donc, il est plein de villosité. Donc, le but donc de ces villosités, bien entendu, donc c'est d'augmenter la surface d'absorption, sachant que la cellule la plus abondante au niveau de l'intestin, c'est bien l'entérocyte, ou appelée également cellule absorbante. Il s'agit d'une cellule dite polarisée, c'est-à-dire il est composé de deux pôles. Donc, on va voir ça sur le schéma. Donc, ces deux pôles-là, c'est le pôle apical, c'est-à-dire donc du côté de la lumière intestinale au contact avec les aliments, et un pôle basolatéral, donc au contact avec le courant sanguin. Donc, ce pôle apical qui est au contact avec les aliments, donc il est également le siège de microvillosités. Donc, ces microvillosités vont former ce qu'on appelle une bordure en brosse qui est une véritable sous-unité fonctionnelle. Donc, on va voir ça. Donc, regardez, donc on a un entérocyte qui est la cellule principale donc de la muqueuse intestinale. Cet entérocyte, appelé également cellule absorbante, elle est polarisée. Elle est faite de deux, elle a deux pôles. Donc, un pôle basal du côté sanguin, mais un pôle apical du côté de la lumière intestinale. Donc, ce pôle apical, à son tour, donc, il est hérissé de ce qu'on appelle des microvillosités, donc, qui constituent l'unité fonctionnelle qui est la bordure en brosse de l'intestin. Au niveau donc de cette bordure en brosse, donc de cette membrane, donc il s'insère un réseau de filaments glycoprotéiques qu'on appelle le glycocalyx. Donc ce glycocalyx contribue à former au niveau de la bordure en brosse une couche aqueuse non agitée, donc dans laquelle diffusent les nutriments et se poursuivent les phénomènes de la digestion. Donc au niveau de la bordure en brosse, on a une couche aqueuse non agitée, donc faite de glycocalyx, qui permet donc la diffusion des nutriments et la poursuite des phénomènes de la digestion. Donc ces villosités intestinales sont drainées par un dense réseau capillaire artério-veineux sous-épithélial, mais également des vaisseaux lymphatiques, c'est-à-dire des chylifères centraux, donc qu'on va voir sur ce schéma. Donc voici, si on considère ici une villosité intestinale, tout ça, donc c'est la villosité. Donc elle est composée donc essentiellement de cellules absorbantes qui sont les cellules entérocytaires, donc les entérocytes. Ces entérocytes donc, sont dotés donc, de deux pôles. Donc, on a un pôle apical au contact avec les aliments, donc où siègent des microvillosités donnant cet aspect de brosse, donc bordure en brosse, mais également un
côté basal qui est au contact avec les vaisseaux, à savoir les vaisseaux artériels, vaisseaux veineux, mais également les vaisseaux lymphatiques qu'on nomme également les chylifères centraux. Parce que, pourquoi ce système vasculaire? Parce que donc une fois les aliments sont absorbés, donc depuis la lumière en passant par le pôle apical, ils vont ensuite traverser le pôle basal pour se rendre dans la circulation, soit dans la circulation sanguine, soit dans la circulation lymphatique, chose qu'on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans ce cours. Donc voilà pour tout ce qui est rappel. On commence maintenant donc notre cours qui concerne essentiellement la digestion et l'absorption, mais on va commencer d'abord par la digestion et l'absorption des glucides, sachant que notre alimentation est composée essentiellement de glucides. Une ration alimentaire normale comporte jusqu'à 55% de glucides, 30% de lipides et à peu près 15% de protéines. Donc, on va voir la digestion et l'absorption des glucides, des protéines et des lipides. Mais ensuite, on va parler bien entendu de l'absorption des micronutriments de l'eau, sachant que ces derniers ne nécessitent pas une digestion, ils sont déjà à l'échelle de micronutriments. Donc, ils passent directement, c'est l'absorption directement. Alors, commençons par la digestion des glucides. La digestion des glucides, d'abord, il comporte une digestion intraluminale de l'amidon. Donc, l'amidon, il nécessite une digestion intraluminale. Parce que, je vous dis, donc la digestion et l'absorption se font essentiellement au niveau du grêle. Mais il y a exception faite pour l'amidon qui, déjà sa digestion, elle commence dès la mastication sous l'effet de l'alpha-amylase salivaire. Je vous dis, la salive, il comporte une enzyme qui est l'alpha-amylase salivaire, donc qui entame la digestion de l'amidon, mais l'action donc de cette amylase salivaire, elle est très vite inhibée par l'acidité gastrique après la déglutition. C'est-à-dire, une fois que le bol alimentaire passe dans l'estomac, donc, il y a un milieu acide, cette amylase salivaire n'active plus. Alors, la digestion sera essentiellement effectuée par l'alpha-amylase pancréatique, donnant des oligosaccharides et des disaccharides. Donc, voilà, la digestion est entamée par l'alpha-amylase salivaire, mais une fois dans l'estomac, il n'y a plus d'activité de cette enzyme. Donc, c'est après la vidange gastrique que cet amidon, donc, il continue à passer donc, dans l'intestin. Alors, elle est dans l'intestin et va se rencontrer avec l'alpha-amylase pancréatique. Donc, on a dit le pancréas sécrète essentiellement des enzymes. Parmi ces enzymes, il y a l'alpha-amylase pancréatique qui est sécrétée déjà sous forme active. Donc, et en agissant sur l'amidon, donc, il va donner des oligosaccharides et des disaccharides. D'accord? Donc, ces oligosaccharides maintenant et disaccharides qui proviennent de la digestion par l'alpha-amylase de l'amidon, mais également il y a des disaccharides et des oligosaccharides qui sont apportés directement par l'alimentation. Donc tout ça, donc ils vont subir une action des disaccaridases ou oligosaccharidases de la bordure en brosse de l'entérocyte. C'est-à-dire, donc, l'alpha-amylase pancréatique, il a initié le travail, donc, il a donné des oligosaccharides et des disaccharides depuis l'amidon, mais ces disaccharides et oligosaccharides, ils ne peuvent pas être absorbés sous cette forme-là, ils doivent subir une digestion plus fine, et cela grâce à des enzymes qui sont présents sur la bordure en brosse de l'entérocyte, qu'on nomme des disaccaridases ou bien des oligosaccharidases, dont on distingue deux familles. Donc, on a la famille des alpha-glucosidases et la famille de la bêta-galactosidase. Commençons par la famille des alpha-glucosidases, donc, où la saccharase isomaltase et la glucoamylase assurent l'hydrolyse du saccharose, du maltose et des oligosaccharides provenant de l'action de l'alpha-amylase sur l'amidon. Donc, le saccharose, c'est un disaccharide, le maltose également. Donc, le saccharose est l'effet de glucose et de fructose. Le maltose est l'effet de 2 unités de glucose. Sachant qu'il y a également, comme dit saccharide wahdokhal, donc il y a le lactose. Le lactose, donc, il ne sera pas digéré par ce groupe d'enzymes, mais il sera digéré par la bêta-galactosidase qu'on va voir juste après.
Donc, nous sommes à la famille des alpha-glucosidases où il y a la saccharase isomaltase et la glucoamylase. Il y a deux enzymes. Donc, ces deux enzymes hydrolysent le saccharose, le maltose, les oligosaccharides provenant de l'action de l'alpha-amylase sur l'amidon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la saccharase isomaltase, elle est la principale enzyme de la bordure en brosse. Donc, c'est vrai, il y a une glucoamylase, mais l'enzyme majoritaire principale, c'est la saccharase isomaltase qui effectue toute seule toute la digestion du saccharose, de l'isomaltose et 75% du maltose. Sachant que cette enzyme-là, elle a une activité maximale au niveau des premières anses jejunales. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille donc d'enzymes intestinales, c'est la famille de la bêta-galactosidase. Donc, il y en a une seule, c'est la fameuse lactase. Donc, la lactase, il hydrolyse le lactose. Le lactose, donc, c'est un disaccharide qui est formé de glucose et de galactose. Alors, donc, son hydrolyse par la lactase va donner le galactose et le glucose qui sont des sucres simples. Donc, les produits finaux donc, de la digestion des glucides sont, donc 80%, c'est du glucose. Mais après, il y a le galactose et il y a le fructose. Donc, ce sont ces trois sucres simples qui vont être absorbés par l'entérocyte et bien sûr, selon des mécanismes différents et spécifiques qu'on va aborder juste après. Alors, maintenant, donc, après l'action de la digestion, donc soit de l'amidon, soit des oligos et des disaccharides, donc il y avait l'action de l'alpha-amylase salivaire, ensuite l'alpha-amylase pancréatique qui a transformé l'amidon en oligosaccharides et disaccharides. Ces oligosaccharides et disaccharides sont attaqués par les enzymes de la bordure en brosse, dont l'enzyme principale, c'est la saccharase isomaltase qui transforme le saccharose et le maltose. Maintenant, il y a également la bêta-galactosidase, donc qui est la lactase. Et la lactase, donc, il transforme le lactose en glucose et galactose. Maintenant, l'aboutissement donc de ces phénomènes de digestion, c'est bien entendu la production de trois sucres simples qui sont le glucose, le galactose et le fructose. Ce sont ces sucres simples-là qui vont se présenter à la bordure en brosse pour être absorbés, ça veut dire passer de la lumière à la circulation. Donc, le glucose et le galactose, ils vont franchir le pôle apical de la cellule intestinale par l'intermédiaire d'une protéine de cotransport avec le sodium. C'est ce qu'on appelle le 5% sodium glucose ou S-GLUT1. D'accord? Donc, ils vont emprunter un cotransport avec le sodium. Donc, c'est un transport actif secondaire. Par contre, le fructose, il possède son propre transporteur sur la membrane apicale de l'entérocyte qu'on appelle le GLUT5, qui n'est pas dépendant du sodium. Maintenant, une fois dans la lumière de l'entérocyte, le glucose, le galactose et même le fructose, ils vont quitter la cellule intestinale pour passer dans la circulation porte par un mécanisme de diffusion facilité localisé dans la membrane basolatérale et cela indépendamment du sodium. Et il s'agit donc d'un transporteur qui est le GLUT2. On va récapituler tout ça sur cette diapo. Donc, cette diapo résume les phénomènes et de digestion et d'absorption des glucides. Donc, on a dans notre alimentation, il nous apporte comme glucides de l'amidon, qui est un sucre complexe, du lactose, qui est un disaccharide, ainsi que du saccharose, qu'on nomme également le sucre de table. Donc, l'amidon, donc, il subit d'abord l'action de l'alpha-amylase, d'abord salivaire, ensuite pancréatique, pour donner des dextrines et du maltose. Donc, le maltose, c'est un disaccharide, donc, qui est formé uniquement de deux molécules de glucose. Donc, je vous ai dit, l'enzyme principale donc, de la digestion des glucides, c'est bien la saccharase isomaltase. Donc, la saccharase
Donc, la saccharase isomaltase, il va attaquer donc ce maltose. Il transforme également le saccharose. Donc, voilà. Donc, la saccharase isomaltase attaque le maltose, attaque le saccharose pour donner depuis le maltose uniquement des molécules de glucose. Et depuis le saccharose, il va nous donner du glucose et du fructose. Ensuite, à côté de cette enzyme, il y a une enzyme spécifique du lactose. Donc, c'est la lactase. Et la lactase transforme le lactose en glucose et du galactose également. Donc, au total, on a 3 sucres simples. On a le glucose, on a le galactose et on a le fructose. Donc, ce sont ces 3 molécules-là qui vont se présenter à la membrane apicale pour être absorbées, ça veut dire traverser l'entérocyte pour arriver dans la circulation sanguine. Alors, le glucose est la même chose pour le galactose, donc ils vont emprunter le même transporteur au niveau apical. Ce transporteur s'appelle le S-GLUT1, donc c'est un sympore avec le sodium. Donc, c'est-à-dire sympore avec le sodium, vous avez étudié l'année passée les transports membranaires. Donc, quand on parle d'un sympore, ça veut dire que c'est un transport actif secondaire. Et sachant que au départ, donc il y a toujours l'action de la pompe INA plus K plus ATPase qui se situe sur le côté basolatéral de la cellule. Cette pompe, bien entendu, elle refoule le sodium pour réintégrer le potassium. Alors, ce sodium refoulé, donc, il s'accentue à l'extérieur de la cellule, ce qui permet son entrée à nouveau via la membrane apicale, ramenant avec lui du glucose. D'accord? Donc, et ramenant également avec lui du galactose. C'est pour ça qu'on parle de sympore, ça veut dire que c'est un cotransport, donc c'est un transport qui se fait dans le même sens. Donc, les 2 molécules rentrent, donc le sodium, il rentre et le glucose-galactose rentre également. Alors, on parle donc de sympore. Ça, c'est pour le glucose et galactose. Pour le saccharose, par contre, pour le fructose, donc qui provient de la digestion du saccharose, donc ce fructose, elle passe directement via une protéine spécifique, donc un transporteur spécifique qu'on nomme le GLUT5. Numéro 2, donc c'est schématisé ici sur la légende, donc c'est le GLUT5. Alors, le fructose se trouve à l'intérieur de la cellule, même chose pour le galactose et le glucose. Donc, c'est-à-dire ces molécules, jusque-là, elles ont traversé la membrane apicale. Elles sont à l'intérieur de l'entérocyte. Elles vont maintenant passer via la membrane basale pour arriver dans la circulation porte. Et pour traverser cette membrane basale, donc toutes ces molécules, les 3, vont emprunter le même transporteur qui est le GLUT2. D'accord? Donc, le fructose passe via le GLUT5 ici, mais ici, donc, il passe par le GLUT2 comme le galactose et comme le glucose. Donc, voilà. Donc maintenant, ces molécules-là, qui sont des sucres simples, sont arrivées dans la circulation porte et rejoignent le foie pour être ensuite transférées dans le cœur via la veine cave inférieure et donc distribuées à toutes les cellules de l'organisme pour être utilisées. Donc voilà pour la digestion et l'absorption des glucides. Maintenant, on passe à un deuxième élément apporté par notre alimentation, c'est bien les protéines. Donc, on parlera de la digestion et l'absorption des protéines qui est résumé sur le schéma 5 qu'on va voir comme récapitulatif. Alors, commençons par la digestion. Vous savez que la digestion des protéines, elle commence déjà dans l'estomac. Donc, au niveau de l'estomac, il y a l'acide chlorhydrique, le fameux HCl, qui est sécrété par la cellule pariétale ou la cellule bordante. Donc, ce HCl, donc, il assure une dénaturation grossière des protéines, d'abord. Et avec le pH acide, donc, il y a une transformation du pepsinogène en pepsine. Donc, le pepsinogène, donc, c'est une enzyme inactive qui se transforme en pepsine par l'acidité. Alors, la pepsine, c'est une enzyme protéolytique, donc, elle va initier la digestion des protéines déjà au niveau de l'estomac.
La digestion est assurée ensuite par les protéases pancréatiques. Donc, nous avons cité les enzymes de la protéolyse en faisant la sécrétion pancréatique, c'est-à-dire après la vidange gastrique. C'est-à-dire, quand on est dans l'estomac, il y a l'action de la pepsine. Déjà, il y a l'action du HCl qui dénature globalement les protéines, mais également il assure une bonne acidité qui permet l'activation du pepsinogène en pepsine, et la pepsine initie la digestion des protéines. Mais après la vidange gastrique, cette pepsine donc n'est plus active, alors il y a le relais qui sera pris par les protéases pancréatiques qui vont attaquer les protéines. Alors le résultat donc de cette digestion donc est un mélange d'acides aminés, donc on va obtenir des acides aminés, mais également des oligopeptides. D'accord? Donc jusque-là, sous l'effet des protéases pancréatiques, on obtient des acides aminés, mais également des oligopeptides. Quand on parle d'oligopeptides, donc c'est 3 acides aminés au plus. Donc le relais alors sera ensuite pris par les peptidases entérocitaires, qui sont localisées dans la bordure ombrose, mais surtout en intra-entérocitaire. Donc si on veut résumer, donc il y a d'abord l'action du HCl qui dénature globalement. Ensuite, il y a l'acidité qui transforme le pepsinogène en pepsine, et la pepsine, nous sommes à l'échelle gastrique, donc la pepsine va initier donc la digestion des protéines. Ensuite, après la vidange gastrique, donc il y a les protéases pancréatiques qui sont dans le duodénum, déversées par le suc pancréatique. Donc sous l'action de ces protéases, on obtient des acides aminés, mais également des oligopeptides. Ces oligopeptides seront attaqués par les peptidases entérocitaires, c'est-à-dire la bordure ombrose de l'intestin, donc est capable donc de sécréter des peptidases qui vont attaquer donc les oligopeptides. Mais attention, il y a des peptidases qui se trouvent également en intra-entérocitaire, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entérocyte. Donc cela sous-entend que l'absorption des protéines donc peut se faire sous forme déjà de di ou de tripeptides. Donc, l'action des peptidases de la bordure ombrose aboutit à un mélange d'acides aminés et de diétripeptides. D'accord? Ensuite, les peptidases intracytoplasmiques sont responsables de 90% de l'activité peptidasique de l'entérocyte. Donc, on va récapituler tout ça sur le schéma. Mais avant donc d'arriver au schéma, on va dire un mot sur l'absorption. Donc, maintenant, jusqu'à présent, donc sous l'effet des enzymes de la digestion, on a obtenu des acides aminés et des diétripeptides. Donc, l'absorption se fait soit sous forme d'acides aminés libres, mais également soit sous forme de diétripeptides. Donc, chose qui n'est pas identique pour les glucides, donc ils doivent se former uniquement en os simple, donc en sucre simple pour être absorbés. Ici, pour les protéines, déjà, comme diétripeptides, ils peuvent traverser la membrane apicale. Ensuite, à l'intérieur de l'entérocyte, ils vont subir l'action de la peptidase intracytoplasmique pour donner des acides aminés afin donc de quitter la cellule pour aller dans la circulation via la membrane basale. Sachons que les acides aminés libres sont absorbés par un cotransport sodium dépendant, donc c'est comme le glucose, donc c'est toujours bien l'intervention du sodium, donc c'est un transport secondaire, un transporteur actif secondaire qui fait rentrer le sodium, mais également les acides aminés. Donc, ça pour les acides aminés libres. Pour les di et les tripeptides, par contre, sont absorbés par un transport couplé à H+. Donc, on parle d'H+ peptide et comme transporteur typique, donc il y a ce qu'on appelle le PEPT1. Le PEPT1, c'est l'un des principaux cotransporteurs qui peut être considéré comme un transporteur tertiaire. Donc, vous avez vu les transporteurs membranaires. Donc, un transporteur tertiaire, donc on va l'expliquer sur le schéma. Donc, une part significative des acides aminés absorbés est utilisée par l'épithélium intestinal pour ses propres synthèses. C'est le cas de la glutamine, la glutamate, l'aspartate, qui sont des acides aminés les plus utilisés. Maintenant, pour sortir de l'entérocyte, donc c'est-à-dire jusqu'à présent, on a fait rentrer nos acides aminés, les dipeptides, dans l'entérocyte. L'objectif, donc, c'est de les parvenir dans la circulation sanguine. Alors, pour cela, ils doivent quitter la membrane basale. Et cette sortie-là se fait presque exclusivement sous forme d'acides aminés libres.
d'accord, qui traverse la membrane basale par 5 systèmes de transport, dont 2 sont sodium dépendants et 3 sont sodium indépendants. Donc, c'est ce qu'on va voir sur cette diapo. Il récapitule tous les phénomènes de digestion et d'absorption des protéines. Alors, nos protéines alimentaires, donc, elles passent dans l'estomac, donc c'est-à-dire au niveau buccal, donc il n'y a aucune action sur les protéines alimentaires. Donc après la déglutition, on se retrouve dans l'estomac. Donc, et au niveau de l'estomac, on sait que la sécrétion gastrique est acide. Donc elle est riche en HCl. Donc le HCl gastrique va dénaturer globalement les protéines d'un côté et de l'autre côté, grâce à l'acidité, donc il transforme le pepsinogène en pepsine. D'accord. La pepsine alors va initier la dégradation des protéines donnant des polypeptides. Donc ça donne des polypeptides et ces polypeptides seront attaqués par les enzymes de la protéolyse pancréatique, d'accord? Les enzymes de la protéolyse pancréatique, donc on a la colipase, on a la trypsine, la chymotrypsine, donc tout ça, ce sont des enzymes de la protéolyse. Alors, le produit donc de cette action par les enzymes pancréatiques, c'est la production d'acides aminés, mais également d'oligopeptides. Donc, on obtient des acides aminés et des oligopeptides qui sont attaqués. Donc, ces oligopeptides vont être attaqués également par les peptidases de la bordure rhombreuse de l'entérocyte. Donc, ici, ça c'est l'entérocyte avec sa membrane apicale et sa membrane basolatérale. Donc, ces peptidases de la bordure rhombreuse vont attaquer donc les produits de la digestion par les protéases pancréatiques. Donc, on va obtenir à la fin, ce qu'on va obtenir, c'est des tripeptides, mais également des acides aminés. Donc, on trouve des acides aminés libres, mais des di et des tripeptides également. Jusque-là, sous l'action de la pepsine, des protéases pancréatiques, des peptidases de la bordure rhombreuse, on obtient des di et des tripeptides ainsi que des acides aminés. Maintenant, ce sont ces éléments-là qui vont se présenter à la membrane apicale pour être absorbés. Donc, pour les protéines, déjà à l'échelle de ditripeptides, ils peuvent passer par la membrane apicale. Le mécanisme d'absorption par la membrane apicale pour les acides aminés libres, donc c'est un cotransport avec le sodium, c'est-à-dire quand le sodium rentre, il va faire rentrer avec lui les acides aminés, comme c'est le cas pour le glucose. Donc tout ça, bien sûr, c'est un transport actif secondaire donc, qui consomme de l'énergie et cette énergie, bien sûr, est fournie toujours par la pompe sodium-potassium qui siège sur le pôle basal, qui expulse le sodium et récupère le potassium. Alors, ce sodium s'accumule à l'extérieur de la cellule, il va pouvoir rentrer par la membrane apicale en faisant rentrer avec lui les acides aminés. Ça, c'est le cotransport sodium-acide aminé. Ça, c'est pour les acides aminés libres. Maintenant, pour les ditripeptides, ils sont par contre transportés ou bien absorbés par un transporteur tertiaire. Donc le plus important, c'est le PEPT1. Alors, c'est un transport tertiaire. Vous allez me dire, c'est quoi tertiaire? Tout simplement, donc le transport primaire, donc c'est la pompe sodium-potassium, donc il expulse le sodium pour faire entrer le potassium. Le sodium en excès à l'extérieur de la cellule, il va rentrer à nouveau par la membrane apicale en faisant expulser le H+, donc c'est un transporteur secondaire, mais c'est un contre-transport dans ce cas-là, parce que le sodium rentre, le H+ sort. Donc jusque-là, nous sommes sur un transporteur secondaire. Maintenant, ce H+ qui s'accumule à l'extérieur, il va pouvoir rentrer à nouveau en faisant
rentrer avec lui les diélectripeptides. C'est pour ça qu'on parle d'un transporteur tertiaire pour les diélectripeptides, parce qu'il rentre en troisième position. Donc, il y a d'abord la sortie de sodium, ensuite l'entrée de sodium pour sortir le H+, ensuite le H+, il rentre avec les diélectripeptides. Donc, c'est un transporteur tertiaire pour les diélectripeptides. Donc, comme produit final à l'intérieur de l'entérocyte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des diélectripeptides, mais on trouve également des acides aminés. Donc, ces diélectripeptides, ils vont subir l'action des peptidases intracytoplasmiques ou bien intra-entérocytaires, et ces peptidases-là vont donner, à partir des diélectripeptides, des acides aminés libres. Donc, pour sortir donc de la cellule, pour arriver dans la circulation sanguine, donc ces acides aminés libres, ils doivent traverser la membrane basale, et cela se fait par 5 systèmes. Donc 2 systèmes sont sodium dépendants, c'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec le sodium, et 3 systèmes ne nécessitent pas de sodium. Donc au final, nous avons des acides aminés qui rejoignent le capillaire sanguin, donc la circulation sanguine, d'accord? Donc, voilà pour la digestion et l'absorption des protéines. Donc, il nous reste maintenant à parler de la digestion et de l'absorption du troisième élément qui figure dans notre alimentation. Bien entendu, c'est les lipides. Donc, on va parler de la digestion, ensuite de l'absorption des lipides. Il y a une particularité donc pour la digestion des lipides. Donc, vous avez vu, donc pour la digestion et l'absorption des glucides, ce sont des phénomènes plus ou moins simples. Par contre, les lipides, ils nécessitent une étape supplémentaire, comme ce sont des produits hydrophobes, donc ils ne se mélangent pas facilement avec les liquides de sécrétion digestive. Alors, leur digestion nécessite d'abord une étape qu'on appelle physico-chimique, d'accord? Et cette étape physico-chimique se résume par la motricité gastrique. Donc, vous avez vu l'estomac, donc vous avez fait la motricité de l'estomac. Donc, grâce au mouvement gastrique, il y a ce qu'on appelle une émulsification des lipides. Se forment de grosses gouttelettes lipidiques de 0,5 micromètres de diamètre qui sont alors délivrées au duodénum par la vidange gastrique. Donc ça, c'est-à-dire quand on parle d'émulsification, c'est le fait de mélanger le gras avec le liquide. Donc, vous imaginez, comme je vous ai dit la dernière fois, vous prenez de l'huile avec de la vinaigrette. Donc, vous mélangez les deux, vous faites agiter, donc pour obtenir un émulsifiant. Donc c'est comme un produit lacté, donc une de coloration blanchâtre. Donc ça, c'est-à-dire vous avez mélangé, vous avez émulsifié vos lipides. Donc, et quand vous laissez le mélange un moment, donc les lipides ils vont surnager, donc ils vont se séparer donc des liquides. Alors donc c'est ce qu'on appelle l'émulsification, donc c'est le fait de mélanger, de fragmenter donc les produits lipidiques et de les mélanger avec de l'eau. Alors, cette émulsification d'abord commence au niveau gastrique par les mouvements de l'estomac, mais ensuite, une fois dans l'intestin grêle, donc il y a ce qu'on appelle les sels biliaires. Quand on a fait la sécrétion biliaire, je vous ai dit, retenez bien que la sécrétion biliaire, elle comporte surtout comme élément principal les sels biliaires, et le rôle principal des sels biliaires, c'est de permettre une émulsification plus fine des lipides, c'est-à-dire une fragmentation des lipides. C'est comme si c'est une digestion mécanique, si vous voulez. C'est pas une digestion chimique, mais c'est mécanique. Donc, c'est la fragmentation des grosses gouttelettes lipidiques. Donc, ça, c'est l'étape physico-chimique. Maintenant, après l'émulsification, donc vient l'étape biochimique où les enzymes lipolytiques vont agir. Alors, commençons par la digestion des triglycérides. Pourquoi les triglycérides? Parce que les triglycérides, donc, ils représentent la part majoritaire de l'apport lipidique de notre alimentation. Donc, cette digestion des triglycérides, elle peut commencer déjà dans l'estomac sous l'effet de la lipase gastrique. Vous avez vu la lipase gastrique qui est sécrétée par les cellules principales de l'estomac.
Donc, cette lipase gastrique aboutit à la formation d'acides gras et de diglycérides, mais son action est rapidement inhibée après la vidange gastrique parce que cette lipase agit uniquement au milieu acide. Donc, une fois dans le duodénum, après la vidange gastrique, donc cette lipase sera désactivée, mais les acides gras et les diglycérides qui passent dans l'intestin vont déclencher la libération d'une hormone. Donc, je vous ai dit au niveau intestinal, il y a deux hormones essentielles. Donc, la première, c'est la cholécystokinine. La cholécystokinine, donc c'est une enzyme de la sécrétion, c'est une hormone de la sécrétion enzymatique pancréatique d'un côté, mais en même temps, c'est une hormone de la production biliaire et de la vidange biliaire. La vidange vésiculaire, voilà. Donc la CCK qui est libérée par les cellules I de l'intestin suite à l'arrivée des lipides dans l'intestin, mais également des protéines. Donc la CCK va stimuler le pancréas pour fournir des enzymes pancréatiques et il va stimuler le foie pour fournir la bile. Donc, parmi les enzymes pancréatiques fournies par la stimulation par CCK, donc c'est bien entendu la lipase pancréatique. Je vous ai dit, la lipase pancréatique, elle est sécrétée directement sous forme active, mais elle nécessite la présence de sels biliaires pour une activité meilleure et la présence également de cofacteurs. Donc, la lipase pancréatique transforme les triglycérides en monoglycérides et acides gras libres. Mais attention, cette lipase, voilà, elle agit à l'interface huile-eau, juste à l'interface huile-eau, en présence d'un cofacteur qui est la colipase. Alors, pour une action plus performante, plus puissante, donc il y a toujours l'intervention des sels biliaires qui vont transformer les gouttelettes lipidiques en particules plus fines de à peu près 3 à 5 nanomètres de diamètre qui sont constituées de monoglycérides, d'acides gras libres, de phospholipides qu'on nomme les micelles, c'est-à-dire grâce aux sels biliaires. Donc, il y a une fragmentation des produits lipidiques pour que la surface huile-eau sera augmentée et donc la lipase pourra agir, sachant que la lipase n'agit uniquement sur l'interface huile-eau. Donc, après l'action de la lipase, il y a également toujours l'intervention de ces sels biliaires pour regrouper les lipides en deux petites molécules qu'on appelle les micelles. Et cette formation micellaire, c'est elle qui permet aux lipides de franchir la couche aqueuse. Donc, ce sont des petites particules de 5 nanomètres de diamètre qui, alors, elles peuvent traverser la couche aqueuse non agitée, donc de la bordure en brosse, avant de se dissocier et traverser donc la membrane entérocytaire. Donc, on va récapituler tout ça sur le schéma. Maintenant, pour l'absorption, donc jusque-là, donc nous avons formé des petites micelles qui contiennent des acides gras libres, des monoglycérides, des phospholipides. Alors, grâce au pH acide de la couche aqueuse non agitée, donc il y a une dissociation des micelles et donc libération de leur contenu. Et comme ce sont des produits lipidiques, donc des acides gras libres, des monoglycérides, même des vitamines liposolubles. Donc, alors ces produits-là, ils vont passer directement par un mécanisme de diffusion passive parce que la membrane cellulaire, tout simplement, elle est faite de bicouches lipidiques. Donc, le passage se fait passivement pour ces produits de la digestion des lipides. Par contre, les sels biliaires qui ont contribué à la digestion, qui ont aidé à l'action de la digestion et même de l'absorption, ils poursuivent leur chemin pour être absorbés au niveau de l'iléon et cela par un mécanisme actif. Et alors, après avoir été absorbés, ces sels biliaires vont retourner au foie par le système porte et c'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Maintenant, à l'intérieur de l'entérocyte, donc c'est-à-dire jusque-là, nos produits ont traversé la membrane apicale, ils sont à l'intérieur de l'entérocyte. Ces lipides-là absorbés grâce aux micelles, ils seront réestérifiés.
est enveloppé d'une apoprotéine qu'on appelle l'apoprotéine B48 pour former ce qu'on appelle des chylomicrons. Et les chylomicrons, ce sont de grosses molécules. Ils vont traverser la membrane basale par exocytose et seront véhiculés par voie lymphatique avant de rejoindre la circulation sanguine. C'est-à-dire quand les chylomicrons vont sortir de l'entérocyte, ils ne vont pas rejoindre directement la circulation sanguine parce que ce sont de grosses molécules. Alors, ils seront d'abord véhiculés par les lymphatiques jusqu'au canal thoracique où ils vont rejoindre la circulation sanguine. Donc voilà, tout ça, on va le récapituler sur cette diapo qui résume les phénomènes de digestion et d'absorption des lipides. Donc voilà, à partir donc d'une grosse gouttelette lipidique qui est apportée par l'alimentation, donc cette grosse gouttelette lipidique, il va subir l'action donc de la motricité gastrique. Donc, la motricité gastrique, donc, il va permettre une émulsification préalable, mais une fois dans l'intestin, donc, il y a la présence de sels biliaires. Donc, les sels biliaires et la motricité gastrique vont aboutir à une émulsification des lipides. L'émulsification, c'est-à-dire, c'est le fait de séparer cette grosse gouttelette en petites gouttelettes et la mélanger avec un produit liquide. D'accord, c'est ça l'émulsification, c'est le fait de mélanger le gras avec le liquide parce que le gras, dans sa nature, donc il a une densité moins importante, donc il surnage, donc il ne se mélange pas facilement avec de l'eau. Alors, donc grâce à la motricité et à la présence de sels biliaires, donc il y a cette émulsification. Donc c'est la fragmentation, si vous voulez, donc de la grosse gouttelette en petites gouttelettes. Maintenant, après l'émulsification des lipides, donc il y a l'action de la lipase pancréatique. La lipase pancréatique, elle est sécrétée par d'abord, donc déjà dans l'estomac, je vous ai dit, donc il y a l'action de la lipase gastrique, donc qui déjà il peut donner des monoglycérides et des acides gras libres qui après la vidange gastrique se retrouvent dans l'intestin. Donc et l'arrivée donc de ces produits-là dans l'intestin vont stimuler une libération plus importante de sels biliaires. Mais également donc de la CCK. Donc c'est l'hormone CCK donc qui d'un côté stimule la libération d'enzymes pancréatiques et de l'autre côté stimule la production de la bile par le foie. Donc les sels biliaires alors vont majorer ou bien intensifier l'émulsification et d'autre côté cela va permettre à la lipase donc d'agir parce que la lipase, il va agir uniquement à l'interface huile-eau. Donc juste ici, c'est juste à l'interface huile-eau. Alors donc pour son action optimale, donc il faut l'émulsification préalable. Donc après l'action de la lipase, on va obtenir ce qu'on appelle des micelles. Les micelles, toujours sous l'action, c'est toujours grâce aux sels biliaires que ces micelles donc sont fragmentées comme ça. Donc c'est-à-dire c'est une fragmentation de la gouttelette en petites fines gouttelettes. Donc c'est-à-dire des gouttelettes plus fines dont à l'intérieur on trouve des acides gras libres et des monoglycérides. Maintenant cette formation micellaire, il est capable donc de franchir la couche aqueuse non agitée qui, grâce à son acidité, va dissocier le contenu de la micelle et il va permettre donc à ce contenu-là donc de traverser la membrane apicale passivement parce que c'est un produit lipidique donc qui traverse aisément la membrane qui est faite d'une bicouche de lipides, de phospholipides exactement. Donc, parmi ces produits, donc, on a des monoglycérides, des acides gras libres, des vitamines liposolubles et du cholestérol libre. D'accord? Maintenant, tous ces produits-là qui sont absorbés
qui sont à l'intérieur de l'entérocyte, ils ne vont pas quitter directement l'entérocyte, mais ils vont se regrouper à nouveau sous une forme donc de ce qu'on appelle le chylomicron, où les triglycérides et les cholestérols seront à nouveau réestérifiés et enveloppés d'une membrane associée à une apoprotéine qu'on nomme l'ApoB, l'ApoB48, qui est produite par l'intestin, pour donner ce fameux chylomicron. Donc, c'est ce forme de chylomicron que les lipides vont quitter la membrane basale. Et comment ils vont quitter? C'est par exocytose, parce que ce sont de grosses molécules. Et comme ils sont de grosses molécules, ils ne peuvent pas rejoindre directement la circulation générale, mais ils passent d'abord par la circulation lymphatique. Donc, c'est via les chylifères centraux que ces chylomicrons rejoignent la circulation générale au niveau du canal thoracique. Dans la circulation générale, ces chylomicrons vont subir l'action donc de la lipoprotéine lipase pour donner des rémanents ou bien des c'est-à-dire c'est le produit qui reste, mais également en libérant ces acides gras libres, et ces acides gras libres alors seront distribués aux muscles qui vont les utiliser à des fins énergétiques, et seront distribués également aux tissus adipeux qui va les stocker dans des adipocytes. Donc voilà pour la digestion et l'absorption des lipides. Donc ici il y a une petite particularité concerne les acides gras à chaîne courte. Donc, quand on a un acide gras à chaîne courte, donc ces acides gras, donc ils vont pas subir toutes ces actions donc d'émulsification, comme ce sont des acides gras à courte chaîne. Donc, ils peuvent traverser directement la membrane apicale et donc directement la membrane basale, et ils passent directement dans la circulation générale. Cela on peut utiliser donc cette notion-là. Donc, quand vous avez par exemple une atteinte hépatique, par exemple, une atteinte pancréatique, donc là où on n'a pas les enzymes. Donc, quand on a un manque d'enzymes pancréatiques, on préfère donner aux patients donc des acides gras à chaîne courte qui ne nécessitent pas une digestion préalable, qui peuvent être absorbés directement. Et on les donne également, on les préconise quand il y a, par exemple, une atteinte sur le plan lymphatique. Donc, c'est-à-dire atteinte, par exemple, du canal thoracique. Donc, on ne peut pas donc absorber les lipides normaux, donc on préconise des acides gras à chaîne courte qui traversent directement la membrane basale pour arriver dans la circulation générale sans passer par le canal thoracique. Donc ça, c'est une particularité. Donc voilà pour la digestion et l'absorption des lipides. On a terminé donc la digestion et l'absorption des macronutriments. Il nous reste à développer l'absorption des vitamines. Les vitamines, ce sont déjà des micronutriments, donc c'est-à-dire ils ne nécessitent pas une digestion préalable, d'accord? Alors, ils vont être directement absorbés, sachant que parmi les vitamines, il y a des vitamines hydrosolubles, mais il y a également des vitamines liposolubles. Pour les vitamines hydrosolubles, le cas par exemple de la vitamine C, la vitamine B1, la B2 et la B3, ils sont absorbés de façon identique au glucose, c'est-à-dire ils vont utiliser le sympore sodium-vitamine. Pour les vitamines B6, elles sont probablement absorbées par simple diffusion. Pour les folates, ça veut dire les vitamines B9, elles sont indispensables pour l'érythropoïèse, c'est-à-dire donc la production de globules rouges. Elles sont absorbées au niveau du jejunum par un transport sodium dépendant, c'est-à-dire comme le glucose également. La vitamine B12, donc c'est les cobalamines, ils sont indispensables également à l'érythropoïèse. Cette vitamine est apportée surtout par les produits animaliers, donc c'est-à-dire par des protéines de la viande et du lait. Alors, elle se sépare de ces protéines par l'action de la pepsine et de l'acidité gastrique. Et en milieu acide, donc cette vitamine se lie à l'aptocorine. L'aptocorine, donc c'est une protéine produite par la salive et elle est avalée avec les aliments. Les cellules pariétales de l'estomac
Donc, vous savez qu'ils produisent du facteur intrinsèque. Alors, le complexe vitamine B12, aptocourine et facteur intrinsèque, il passe alors dans le duodénum, où cette aptocourine sera dégradée par les protéases pancréatiques et à pH neutre, dans le duodénum, la vitamine B12 va se lier uniquement au facteur intrinsèque. Et le complexe vitamine B12 facteur intrinsèque sera absorbé dans l'iléon par un récepteur spécifique. Une fois dans l'entérocyte, il y aura découplage donc, de la vitamine B12 et du facteur intrinsèque. La sortie de l'entérocyte vers le sang se fait après liaison avec une protéine de transport qu'on appelle la transcobalamine 2 ou TC2. Le complexe vitamine B12 TC2 alors ensuite capté par un récepteur spécifique exprimé par toutes les cellules de l'organisme. Ça pour les vitamines hydrosolubles. Maintenant, pour les vitamines liposolubles, donc ce sont les vitamines A, D et E et K, donc leur absorption est semblable à celle des lipides. Comme ils sont solubles dans les lipides, donc l'absorption se fait comme les lipides, c'est-à-dire c'est l'incorporation dans des micelles. C'est comme les lipides. On termine par l'absorption de l'eau et des électrolytes. L'eau est absorbée passivement en suivant les mouvements des ions et des nutriments pour maintenir l'équilibre osmotique. Le sodium a une absorption massive dans le duodénum par voie intercellulaire selon le gradient osmotique, mais également il est absorbé par cotransport avec le glucose et les acides aminés. Donc nous avons cité l'absorption du glucose et des acides aminés en utilisant le sodium. Donc c'est une façon pour absorber en même temps le sodium. Le chlore, il suit globalement les mouvements de sodium. Donc, il a une absorption passive dans l'intestin proximal et une absorption active dans l'intestin distal sous l'action du système d'échange chlore-HCO3- couplé au transport sodium H+, ou bien indépendamment du sodium. Donc, il y a un mot sur cette absorption du chlore. Concernant cette protéine donc, qui permet l'absorption du chlore, donc c'est le chlore HCO3-. Quand il y a, vous avez entendu donc parler du choléra, donc le choléra, donc il va agir sur cette protéine-là. Donc le Vibrio cholerae, donc la bactérie qui est responsable du choléra, donc il va sécréter une toxine. Et cette toxine-là, il va inhiber donc cette protéine. Et comme il y a inhibition de cette protéine, donc le chlore n'est pas absorbé. Et s'il n'est pas absorbé, donc il va faire un appel d'eau donc de la cellule. Alors donc il y aura des diarrhées aqueuses très abondantes qui peuvent déshydrater le patient. Donc c'est pour ça que le choléra est caractérisé par des diarrhées aqueuses par destruction donc, de cette protéine de transport du chlore. Ça, c'est à part, donc c'est juste un point. Alors, pour le calcium, l'absorption se fait par diffusion facilitée grâce à une protéine membranaire, la CABP, pour Calcium Binding Protein, contrôlée par la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est une hormone du calcium. Donc, c'est grâce à la vitamine D que le calcium est absorbé au niveau intestinal et au niveau rénal, etc. Le fer se trouve dans l'alimentation sous forme de fer ferrique, le Fe3+, qui est peu soluble et non absorbable. On peut le trouver sous forme de fer ferreux, le Fe2+, qui est plus soluble et mieux absorbable. Mais également sous forme de fer lié à l'hème, c'est ce qu'on appelle le fer héménique, qui se trouve dans les molécules d'hémoglobine ou de myoglobine, surtout dans les viandes et les poissons. L'absorption du fer libre se fait par des transporteurs spécifiques. L'absorption du fer lié à l'hème se fait soit directement parce qu'il est liposoluble, soit par transport facilité. Donc voilà, je vous remercie.